Mon père a ri en disant, nous avons voté et puisque tu n'as pas d'enfant, tu paieras pour les nôtres. J'ai attrapé mon téléphone. Le lendemain, ils m'ont supplié d'arrêter car leur Noël s'effondrait. Mon père a annoncé avec suffisance, nous avons voté, tu sais. Puisque tu n'as pas d'enfant, tu paieras pour les nôtres. Un silence s'est abattu sur la table, car mon statut d'enfant unique était à nouveau le sujet de plaisanteries familiales. Il faisait sans doute référence au fait que, grâce au système du quotient familial, les familles nombreuses bénéficient d'une fiscalité plus avantageuse sur le revenu, une contribution que je ne partageais pas en tant que célibataire sans enfant. Ce qui était présenté comme une simple observation était en réalité une pique, une façon de me rappeler que mon mode de vie, qualifié d'égoïste, devait compenser les avantages fiscaux dont ma famille profitait. J'ai attrapé mon téléphone sous la table. Quelque chose en moi venait de craquer. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Avant de continuer cette histoire, d'où regardez-vous ? Appuyez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu l'impression que votre famille jugeait vos choix de vie. Croyez-moi, vous voudrez voir comment leur Noël s'est complètement effondré. Ayant grandi à Neuilly-sur-Seine, une banlieue aisée de Paris, j'ai toujours été la plus responsable. Mes parents, Hélène et Bernard, nous ont élevés avec de hautes attentes. Mon père travaillait comme conseiller en investissement, tandis que ma mère enseignait l'anglais au lycée. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré une aptitude pour la technologie que ni mon frère aîné Thibaut ni ma sœur cadette Manon ne partageaient. Les murs de ma chambre d'enfance n'étaient pas couverts d'affiches de boys bands, mais de certificats de réussite académique, tandis que Thibaut jouait au football et Manon excellait au club de théâtre. J'ai passé des heures à coder et à construire des ordinateurs. Mes parents semblaient fiers, mais il y avait toujours un courant sous-jacent de « quand est-ce qu'elle va sortir de cette phase ?» Je ne suis jamais sorti de cette phase. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention de l'école polytechnique en informatique, j'ai décroché un poste de débutante chez Innovatech, l'une des entreprises de logiciels à la croissance la plus rapide de Paris. En 5 ans, j'étais passé au poste de développeuse senior, et à 30 ans, je dirigeais ma propre équipe avec un salaire dépassant confortablement les centaines de milliers d'euros. Le mois dernier, j'ai reçu une autre promotion au poste de directrice du développement, portant ma rémunération annuelle à 200 000 € plus des options sur actions. Mon appartement du centre de Paris offre une vue imprenable sur la Seine, et je viens de commencer à regarder des propriétés d'investissement. Selon les normes conventionnelles, je suis une personne qui réussit, voire florissante. Thibaut a pris un chemin différent. Il a épousé sa petite amie de collège, Amélie, juste après l'obtention de son diplôme et a immédiatement fondé une famille. Ils ont maintenant 3 enfants, Chloé, 10 ans, Léo, 8 ans, et Léa, 5 ans. Il travaille dans la vente pour une société pharmaceutique, avec un revenu décent, mais il est à court d'argent entre un prêt immobilier, les frais de scolarité privée et les dépenses infinies liées à l'éducation de 3 enfants. Manon a suivi une trajectoire similaire, épousant son amoureux d'enfance, Cédric. Ils ont 2 enfants, Emma, 7 ans, et Noah, 4 ans. Manon travaille à temps partiel comme agent immobilier, tandis que Cédric gère une succursale bancaire locale. Leurs finances sont perpétuellement serrées malgré un revenu combiné confortable. Mes parents ont pris leur retraite il y a 3 ans. Les investissements de Bernard ont fourni une base solide, mais leurs aspirations de style de vie dépassent souvent leurs moyens. Ils font souvent des commentaires sur les croisières exotiques ou l'achat de maisons de vacances de leurs amis, des luxes juste hors de leur portée. Tout au long de ma vie d'adulte, j'ai entendu des commentaires subtils et moins subtils sur mon statut d'enfant unique. Au début, c'était « tu es encore jeune et quand tu rencontreras la bonne personne ». Lorsque je suis entré dans ma trentaine, le ton est devenu préoccupé. Ton horloge biologique tourne et tu pourrais regretter cette décision plus tard. J'ai eu 2 relations sérieuses. Une fois au milieu de ma vingtaine avec David, qui voulait finalement des enfants, et plus récemment avec Julien, qui était ouvert à une vie sans enfants, mais finalement nous n'étions pas compatibles pour d'autres raisons. Je ne suis pas opposé au mariage, mais je suis à l'aise avec ma décision de ne pas avoir d'enfants. Ma vie me semble remplie d'un travail épanouissant, d'amis proches, de voyages et de projets personnels. Ce que ma famille peine à reconnaître, c'est la générosité avec laquelle je les ai soutenus financièrement. Quand la plus grande de Thibaut a eu besoin d'examens spécialisés non couverts par l'assurance, j'ai écrit un chèque de 700 € sans hésiter. Quand le toit de Manon a catastrophiquement fui pendant un hiver rigoureux, mes 12 000 € ont couvert les réparations que leur assurance ne couvrait pas. Et lorsque le portefeuille de retraite de mes parents a subi un coup dur lors du ralentissement du marché, j'ai complété leurs revenus avec des virements mensuels qui ont maintenant totalisé plus de 45 000 €.
Depuis 3 ans, je paie 15 000 € par an pour les frais de scolarité privés des enfants de Thibaut. Le printemps dernier, j'ai contribué 10 000 € pour le nouveau monospace familial de Manon lorsque leur ancien est tombé en panne de manière inattendue. Lorsque mes parents ont décidé que leur cuisine avait besoin d'une rénovation, mon prêt de 25 000 € l'a rendu possible, un prêt que nous savions tous qu'il ne serait jamais remboursé. L'été dernier, j'ai surpris tout le monde avec des vacances familiales entièrement financées à Disneyland Paris, l'hébergement à l'hôtel Disneyland, les passes, les forfaits repas et les billets d'avion pour nous tous, les 13. La dépense de 30 000 € a à peine entamé mes économies. Et voir mes nièces et neveux vivre la magie semblait en valoir la peine. Pour ce Noël, j'avais passé des semaines à sélectionner des cadeaux premium réfléchis pour tout le monde. Pour mes parents, j'avais commandé une croisière de luxe en Norvège pour leur anniversaire l'année prochaine, 18 000 €. Pour Thibaut et Amélie, j'avais acheté le système home cinéma haut de gamme qu'ils convoitaient, 7 500 €. Manon et Cédric recevraient la rénovation de cuisine qu'ils ne pouvaient pas se permettre, 12 000 € et les acomptes d'entrepreneurs déjà versés. Chaque enfant recevait à la fois des cadeaux éducatifs et les gros articles sur leur liste de souhaits, le dernier système de jeu pour Léo, un piano électrique pour Chloé, un ensemble d'art professionnel pour Léa, un laboratoire de jeunes scientifiques pour Emma, et une maison de jeux extérieure de luxe pour Noah. Malgré cette générosité, les réunions de famille incluaient invariablement des commentaires sur mon statut d'INC, double income, no kids. Bien que je sois célibataire, ils supposent que mon absence d'enfant équivaut à un revenu disponible excessif. Mes promotions étaient reconnues par des « ça doit être bien de ne pas avoir à s'occuper de la garde d'enfants » plutôt que par des félicitations. Mes vacances internationales étaient accueillies par des « ça doit être génial d'avoir toute cette liberté » sur des tons suggérant l'égoïsme plutôt que des choix de vie légitimes. Pourtant, je suis arrivé chez mes parents en banlieue la veille de Noël avec un espoir sincère que cette année serait différente. Peut-être que mon soutien constant aurait finalement gagné leur respect pour mes choix. Les paquets magnifiquement emballés dans le coffre de ma voiture représentaient non seulement des cadeaux, mais un désir d'acceptation que je ne parvenais pas à éteindre. Alors que je sonnais à la porte, jonglant avec des boîtes de pâtisserie et des bouteilles de vin, je n'avais aucune idée qu'en quelques heures, des années de ressentiment refoulés exploseraient enfin, changeant à jamais notre dynamique familiale. Le dîner annuel de la veille de Noël chez mes parents a commencé assez agréablement. Maman s'était surpassée avec les décorations. Le sapin de 12 pieds dans le salon scintillait d'ornements collectés au fil des décennies, y compris les toiles d'argile de travers que j'avais faites en 2e année. La salle à manger brillait de sa meilleure porcelaine et de ses verres en cristal, des bougies coniques rouges projetant une lumière chaude sur la table en acajou. Thibaut et Amélie sont arrivés avec leurs enfants dans des tenues de fête coordonnées. Chloé et Léa dans des robes en velours avec des bandeaux assortis. Léo tirant inconfortablement sur son pull. La famille de Manon a suivi peu de temps après, son mari Cédric portant Noah endormi, tandis qu'Emma tournoyait dans sa nouvelle robe de Noël. Les voisins de mes parents, les Dupont, et la sœur de ma mère, tante Martine, avec son mari, oncle Gérard, complétaient notre rassemblement de 16 personnes. Béatrice, enfin, dit ma mère en acceptant mon offrande de vin et de pâtisserie. Tout le monde a réussi à arriver à l'heure, même avec des enfants à gérer. J'ai ravalé une réplique sur mon long trajet en voiture à travers le trafic des fêtes après avoir travaillé jusqu'à midi. Au lieu de cela, j'ai souri et me suis déplacé dans la pièce, distribuant des câlins et des compliments. Le dîner a commencé sans accroc, Bernard découpant le rôtre de bœuf pendant que Hélène servait ses célèbres Yorkshire pudding. La conversation a coulé facilement pendant le premier plat, les mises à jour professionnelles, les nouvelles du quartier et les réussites scolaires des enfants. J'ai brièvement partagé mon récent promotion, qui a reçu des hochements de tête polis avant que Thibaut ne redirigeait rapidement vers le rôle principal de Chloé dans la pièce de fête de l'école. L'atmosphère a changé lorsque mon oncle Gérard, à la moitié de son 2e whisky, a abordé la récente élection. Vous y croyez qu'il parle de plus de crédit d'impôt pour les familles avec enfants, a-t-il demandé. Bernard s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Comme si les crédits d'impôt actuels pour enfants n'étaient pas déjà assez généreux. Papa s'est immédiatement redressé sur sa chaise. Eh bien, élever des enfants coûte cher, Gérard. Le gouvernement devrait reconnaître cette contribution à la société. J'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs. Le visage légèrement rougi de Bernard. Le coup d'œil rapide de maman dans ma direction. Mais j'ai continué à manger, espérant que la conversation se tournerait vers un terrain plus sûr. Cependant, a ajouté Martine, certaines de ses propositions semblent excessives. Tout le monde ne peut pas ou ne veut pas avoir d'enfants.
C'est le problème de la société aujourd'hui, a déclaré papa, posant son couteau avec une force inutile. Trop de jeunes choisissent des appartements chics et des vacances exotiques plutôt que des responsabilités familiales. La table est tombée dans un silence inconfortable. Tous les adultes présents savaient exactement à qui il faisait référence. Bernard, a murmuré maman avec avertissement, mais il a continué, non, Hélène, il faut que ce soit dit. En fait, nous venons de voter pour le conseiller Dubois spécifiquement parce qu'il soutient la nouvelle structure fiscale locale. Il m'a regardé directement, avec une lueur de défi dans les yeux. Puisque tu n'as pas d'enfant, tu paieras pour les nôtres. C'est juste, n'est-ce pas, Béatrice? La salle à manger semblait se contracter autour de moi. J'ai posé ma fourchette avec précaution, consciente des enfants à table qui regardaient avec des yeux curieux. Qu'est-ce que cela signifie exactement, papa? J'ai gardé ma voix égale. Il a ri, un son dénué de chaleur. Dubois fait pression pour une nouvelle évaluation de la taxe foncière qui augmente les taux pour les ménages sans enfants à charge. Cela financera de meilleures écoles et services familiaux. Tu gagnes beaucoup d'argent assis devant un ordinateur toute la journée. Tu peux te permettre de contribuer davantage aux vraies familles. Thibaut a reniflé d'accord. Tu n'as aucune idée à quel point il est cher d'élever des enfants de nos jours, Béatrice. Les frais de scolarité privés à eux seuls nous ruinent. L'ironie de cette déclaration, étant donné que je payais la moitié de ces frais de scolarité, a fait que ma poitrine s'est serrée. Peut-être que si tu n'étais pas aussi concentré sur ta carrière, tu comprendrais ce qui compte vraiment, a ajouté Manon, tendant la main pour lisser les cheveux d'Emma. Certaines choses sont plus importantes que les promotions et les vacances chics. Ce n'est pas juste, ai-je dit doucement. Mes choix de vie sont aussi valables que les vôtres. Oh, allez, a raillé papa. Nous disons juste des faits. Tu as plus de revenus disponibles parce que tu as choisi de ne pas avoir de famille. La société équilibre les choses par la politique fiscale. Je ne savais pas que tu me considérais comme une personne sans famille, ai-je répondu, ressentant une douleur familière se cristalliser en quelque chose de plus dur. Et je contribue déjà considérablement à cette famille financièrement et autrement. Personne ne dit que nous n'apprécions pas les cadeaux occasionnels, a dit Thibaut avec dédain. Mais ce n'est pas la même chose que le sacrifice quotidien de la parentalité. Cadeaux occasionnels. L'expression a résonné dans ma tête alors que je calculais mentalement les milliers d'euros transférés de mes comptes vers les siens rien qu'au cours de la dernière année. Les expressions variaient de l'inconfort à l'accord ouvert avec mon père. Les Dupont étudièrent intensément leurs assiettes. Tante Martine fronçait légèrement les sourcils mais restait silencieuse. Oncle Gérard hochait la tête en approuvant les propos de mon père. Les yeux de ma mère passaient anxieusement d'un membre de la famille à l'autre, mais elle n'offrait aucune défense. Je paie le taux d'imposition le plus élevé de cette famille, ai-je dit prudemment. Je fais des dons substantiels aux fondations d'éducation et aux œuvres caritatives pour enfants, et j'ai contribué à plus de 70 000 euros de soutien familial direct rien que l'année dernière. Oh, la voilà qui recommence, Thibaut a roulé des yeux. Personne ne t'a demandé de faire le compte, Béatrice. Et personne ne t'a demandé de juger mes choix de vie, ai-je rétorqué, sentant mon sang-froid soigneusement maintenu commencer à se fissurer. Changeons de sujet, a suggéré maman avec entrain. Qui veut entendre parler de la pièce de Noël? Chloé était un merveilleux ange. Mais papa n'avait pas fini. Tout ce que nous disons, c'est que les gens qui ne contribuent pas à la prochaine génération devraient contribuer financièrement à la place. C'est de l'économie simple. J'ai senti quelque chose changer en moi. Une poutre porteuse fondamentale de loyauté familiale développant soudainement une fracture capillaire sous la table. J'ai attrapé mon téléphone. Initialement, juste besoin de quelque chose pour me stabiliser, pour m'empêcher de dire des choses que je ne pourrais pas reprendre. Vous savez quoi, ai-je dit en reculant légèrement ma chaise. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Excusez-moi un instant. Alors que je me levais, j'ai remarqué Manon chuchoter à Cédric. Tous deux souriaient légèrement. Thibaut se servait déjà du rôtre de bœuf. La conversation sur mes contributions insuffisantes à la vie s'était apparemment conclue à sa satisfaction. La salle de bain d'invités de mes parents a offert un sanctuaire momentané. Je me suis appuyé contre la coiffeuse en marbre. En étudiant mon reflet dans le miroir, mon maquillage festif soigneusement appliqué ne pouvait pas cacher la douleur dans mes yeux ni la tension de ma mâchoire. Pendant des années, j'avais accepté ces piques et ces dénigrements, croyant que les relations familiales nécessitaient une tolérance et un pardon sans fin. Mais alors que je déverrouillais mon écran de téléphone,
une notification de mon application bancaire a attiré mon attention. Le transfert automatique de 2000 € vers le compte de mes parents ce mois-ci venait de s'achever. J'ai regardé le message de confirmation, quelque chose de froid et de clarifiant m'envahissant. Peut-être qu'il était temps que la famille apprenne exactement ce que ma vie d'enfant unique et égoïste signifiait réellement pour leur vie confortable. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert mon application financière en entier. En passant à la catégorie de soutien familial que j'avais créée il y a des années pour suivre ses dépenses à des fins fiscales. Les chiffres me regardaient. La preuve noire et blanche d'années de générosité non reconnue. Janvier dernier, 15 000 € transférés sur le compte de Thibaut avec la mention « Frais de scolarité des enfants ». Mars, 1000 € sur le compte de crédit de Manon Libellé, à compte pour Monospace. D'avril à novembre, 8 virements mensuels de 2000 € chacun vers le compte joint de mes parents, totalisant 16 000 € pour la rénovation de la cuisine. Juin, 30 000 € de frais de Disneyland Paris Resorts, Air France et assurance voyage pour 13 personnes. Septembre, 900 € pour des services de tutorat spécialisés pour enfants pour le soutien à la dyslexie de Léo. Octobre, 4 500 € pour une chirurgie dentaire d'urgence pour Cédric lorsque leur assurance a refusé la couverture. Les frais de cadeaux de Noël en attente de 5 500 € en décembre, y compris les acomptes pour les entrepreneurs, les agents de voyage et les détaillants d'électronique haut de gamme. Le total pour cette année seule, 139 500 €. J'ai fait défiler plus loin. L'année dernière, 126 700 €. L'année précédente, 98 200 €. Les chiffres se sont brouillés alors que les larmes menaçaient. Pendant 5 ans, j'avais subventionné silencieusement le style de vie de ma famille tout en étant simultanément dénigré pour mes choix. École privée qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Rénovation domiciliaire au-delà de leur budget. Vacances familiales qui seraient autrement restées des rêves. Traitements médicaux que l'assurance ne couvrirait pas. Fonds d'urgence lorsque leurs finances étaient insuffisantes. Tout en endurant des commentaires sur mon style de vie égoïste et comment je devrais contribuer davantage à la société. Les souvenirs ont traversé mon esprit. Thibaut à l'anniversaire de Chloé à 8 ans, se demandant à voix haute comment je pouvais jamais comprendre la joie de la parentalité pendant que j'assemblais la balançoire premium que j'avais achetée mais dont je ne recevrais pas le crédit. Manon suggérant que ma promotion était plus facile parce que je n'avais pas de vraie responsabilité à la maison alors qu'elle s'éloignait dans la voiture que j'avais aidé à financer. Papa commentant que mon appartement du centre de Paris représentait un espace perdu qui pourrait abriter une famille, sans jamais reconnaître que mon revenu excessif contribuait à les maintenir confortables, lui et Hélène, à la retraite. Maman suggérant gentiment que je congèle mes œufs au cas où. Dans la même conversation où elle me remerciait d'avoir couvert leurs taxes foncières lorsque leurs investissements étaient sous-performants. J'avais été leur filet de sécurité, leur distributeur automatique et leur sac de frappe émotionnel. Un triple rôle que j'avais accepté par amour et par désir d'approbation qui ne semblait jamais se matérialiser. En regardant les chiffres, un plan a commencé à se former. Et si elles comprenaient exactement ce que mon soutien signifiait pour leur vie quotidienne? Et si, pour une fois, les actions avaient des conséquences? J'ai fait défiler mes transactions en attente. Tous les cadeaux de Noël, la croisière, le système home cinéma, la rénovation de la cuisine, les cadeaux pour enfants étaient toujours en cours de traitement. Les articles coûteux ne seraient débités qu'à l'expédition, tandis que les acomptes des entrepreneurs pouvaient encore être annulés. Avec une clarté soudaine, j'ai réalisé que j'avais non seulement facilité leur dépendance financière, mais aussi leur manque de respect. En subventionnant silencieusement leur vie sans reconnaissance, j'étais devenu complice de mon propre mauvais traitement. J'ai pris 3 grandes respirations, aspergé mon visage d'eau froide et réappliqué mon rouge à lèvres. Puis je suis retourné à la table de la salle à manger avec un calme artificiel, me glissant à ma place alors que le dessert était servi. Tout va bien, a demandé maman en me passant une part de tarte au pacane. Tu es parti un moment. Parfait, ai-je répondu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. J'avais juste besoin de vérifier quelque chose. Pendant le dessert, j'ai participé à la conversation avec une curiosité renouvelée, posant à chaque membre de la famille des questions spécifiques sur leur projet de fête et l'année à venir. Thibaut, les enfants sont-ils excités pour le camp de ski d'hiver le mois prochain, ai-je demandé innocemment, sachant que j'avais payé la compte de 3 500 €. Oh oui, a-t-il répondu avec enthousiasme. Léo est particulièrement impatient des cours de snowboard. Manon, quand l'entrepreneur commence-t-il votre cuisine? Janvier, a-t-elle hoché la tête avec impatience. Le 15.
Nous avons hâte d'avoir enfin cet îlot et les nouveaux appareils. Et maman, papa, vous êtes prêts pour cette croisière en Norvège pour votre anniversaire en juin, n'est-ce pas? Nous avons tellement hâte, a souri maman. Nous n'aurions jamais cru voir la Norvège. C'était sur notre liste de choses à faire pour toujours. Un par un, ils ont partagé leurs attentes et leur enthousiasme pour des expériences et des opportunités qui n'existeraient pas sans mon soutien financier. Pas une seule fois personne n'a reconnu cette réalité. Au lieu de cela, ils ont continué à faire des commentaires désinvoltes sur ma vie simple, ne m'inquiétant que pour moi-même. Au moment où le café a été servi, mon plan était solidifié. Ce serait le dernier Noël où ma générosité serait tenue pour acquise et mes choix de vie dénigrés. Demain, ils commenceraient à comprendre exactement ce que signifiait ma vie sans enfant pour leur vie confortable. Alors que nous passions au salon pour le traditionnel échange de petits cadeaux de la veille de Noël, les principaux cadeaux seraient ouverts demain. J'ai maintenu ma façade agréable. Je me suis excusé tôt, prétextant une migraine et j'ai promis de revenir le matin pour la célébration complète. Ne sois pas en retard, a appelé papa alors que je ramassais mon manteau. Les enfants veulent ouvrir les cadeaux avant 8 heures. Je ne le manquerai pour rien au monde, ai-je répondu. Le double sens échappant à tous sauf à moi. En rentrant à mon hôtel, j'avais arrêté de passer la nuit chez mes parents il y a des années. Un étrange sentiment de calme s'est installé sur moi. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je mettais mon amour-propre avant l'approbation familiale. Qu'importe les répercussions, je savais avec une certitude absolue que j'avais fini d'être le distributeur automatique de la famille sans respect de base en retour. J'ai réglé mon réveil pour 5 heures du matin. Il y avait beaucoup à accomplir avant le début de la matinée de Noël de la famille. Mon réveil a tinté à 5 heures précises. Par la fenêtre de mon hôtel, l'obscurité couvrait encore Paris. Les lumières de Noël scintillaient au loin. Pendant un moment, j'ai envisagé d'abandonner mon plan. C'était Noël après tout. Puis je me suis souvenu de l'expression suffisante de mon père, du roulement d'yeux dédaigneux de Thibaut. Des chuchotements condescendants de Manon. Je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé. D'abord, je me suis connecté à mes comptes de carte de crédit. Les frais en attente de tous les principaux cadeaux de Noël nécessitaient des annulations simples. La compagnie de croisière, le détaillant d'électronique et la boutique pour enfants avaient tous un service client 24h24 et 7j7, même à Noël. Un par un, j'ai annulé chaque commande, demandant l'annulation immédiate des autorisations. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce forfait croisière en Norvège? Il est non remboursable après le 1er janvier, a demandé la représentante du service clientèle. Complètement sûr, ai-je répondu. Les projets familiaux ont changé. Vint ensuite les acomptes des entrepreneurs. L'entreprise de rénovation de cuisine avait un numéro de contact d'urgence. J'ai laissé un message vocal et j'ai suivi avec un email retirant formellement mon parrainage financier du projet. Tout travail doit être organisé directement avec les propriétaires, Manon et Cédric Martin. J'ai ouvert mon tableau de bord des paiements récurrents et j'ai méthodiquement annulé tous les virements automatiques liés à la famille. Contribution mensuelle au compte de foyer des parents annulée. Paiement trimestriel à l'école privée des enfants de Thibaut annulé. Dépôt mensuel au fonds de vacances familiales annulé. Renouvellement annuel des forfaits Premium Disney+ et Netflix familial annulé. Les frais de scolarité nécessitaient un email formel au bureau du trésorier. Chère administration de l'école Saint-Louis, veuillez être avisé qu'à compter de maintenant, je retire mon parrainage financier de l'aide aux frais de scolarité de Chloé, Léo et Léa Dubois. Leurs parents, Thibaut et Amélie Dubois, devraient être informés que des arrangements de paiement alternatifs seront nécessaires pour le prochain semestre. Cordialement, Béatrice Dubois. J'ai rédigé un email similaire à l'académie de gymnastique privée pour enfants de Manon et au programme préscolaire spécialisé pour enfants de Noah pour mes parents. J'ai composé une lettre formelle à leur banque. À qui de droit, cette lettre sert d'avis officiel que je suspends tous les paiements automatiques de mes comptes, détail ci-dessous, vers le compte joint de Bernard et Hélène Dubois. Le calendrier de remboursement du prêt de rénovation précédemment convenu est par la présente résilié. Sincèrement, Béatrice Dubois. À 6h30, j'avais systématiquement démantelé toute la structure de soutien financier que j'avais bâtie pour ma famille au fil des années. Chaque notification d'annulation renvoyée à mon email me donnait à la fois de la douleur et de la libération. Ensuite, j'ai créé une feuille de calcul complète documentant chaque euro que j'avais contribué au soutien familial au cours des 5 dernières années. Je l'ai organisé par catégorie et par bénéficiaire avec des dates, des montants et des objectifs clairement indiqués.
Famille de Thibaut, 211 450 €. Éducation des enfants, 135 000 €. Soutien d'urgence 27 450 €. Vacances 49 000 €. Famille de Manon 178 300 €. Amélioration de la maison 6 200 €. Dépenses de véhicule 37 500 €. Activités pour enfants 41 800 €. Soutien d'urgence 37 000 €. Parents 264 500 €. Rénovation de la maison 85 000 €. Voyage 52 000 €. Supplément mensuel 9 600 €. Frais médicaux non couverts par l'assurance maladie 31 500 €. Soutien familial total sur 5 ans, 654 250 €. Le chiffre m'a stupéfaite, même moi. Plus d'un demi-million d'euros après impôts transférés de mes comptes aux siens sur 5 ans. L'équivalent d'une maison de luxe entière dans de nombreux marchés ou d'éducation universitaire pour les 5 nièces et neveux. Tout cela tout en étant traité comme si mes contributions à la famille et à la société étaient en quelque sorte insuffisantes. La feuille de calcul terminée, il ne me restait qu'une dernière tâche. J'ai ouvert l'application de voyage sur mon téléphone et j'ai réservé un miracle de Noël pour moi-même. Une vacance de luxe de dernière minute à Bora Bora, partant ce jour même. Le bungalow sur pilotis, la piscine privée et les forfaits de restauration en bord de mer seraient normalement impossibles à obtenir le jour de Noël, mais une annulation avait créé une ouverture. Le prix de 2 700 €, à peu près équivalent à ce que j'avais prévu de dépenser pour les cadeaux de Noël de Thibaut, ne m'a pas fait tressaillir. J'ai fait mes valises rapidement, j'ai quitté mon hôtel et je me suis rendu dans un café près du quartier de mes parents. De là, j'ai envoyé un seul message groupé à toute ma famille. Quelque chose d'urgent est survenu. Je ne pourrai pas venir pour la matinée de Noël. Les cadeaux rencontrent des retards imprévus. Nous expliquerons plus tard. Profitez bien de vos fêtes. Puis j'ai mis les notifications en silencieux, j'ai fini mon café et je me suis dirigé vers l'aéroport Charles de Gaulle. Au moment où ma famille se réunirait autour de leur sapin de Noël, s'attendant à des piles de cadeaux de la part de tante Béatrice, je serais quelque part au-dessus de l'Atlantique, avec du champagne en première classe, me plaçant enfin en premier. Le réveil financier que j'avais déclenché ne les toucherait pas tous en même temps. Cela se déroulerait progressivement. Une notification de retour de paiement par ici. Un email d'annulation par là. Un avertissement de compte à découvert lorsque les dépôts automatiques n'arrivaient pas. Au moment où j'ai atterri au paradis, leur Noël confortable était déjà en train de se défaire. En remettant ma carte d'embarquement à l'agent de bord, j'ai ressenti une pointe de culpabilité momentanée concernant les enfants. Ils n'étaient pas responsables des attitudes de leurs parents. J'ai pris note mentalement de créer des fonds d'éducation pour chaque nièce et neveu, des fonds qui seraient directement versés et auxquels leurs parents ne pourraient pas accéder, mais qui sécuriseraient l'avenir des enfants indépendamment de nos relations d'adultes. Joyeux Noël, Madame Dubois, a salué l'hôtesse de l'air alors que je m'installais dans mon siège de première classe. Voyagez-vous pour voir votre famille? Non, en fait, cette année, je me célèbre moi-même. Quelque part au-dessus de l'Atlantique, alors que je sirotais du champagne et regardais La vie est belle sur mon écran personnel, mon téléphone a commencé à vibrer sans relâche en mode avion. Les notifications s'accumulaient, invisibles pour moi, mais s'accumulant comme des flocons de neige dans un blizzard. Ce n'est qu'à notre escale de ravitaillement à New York que j'ai brièvement rétabli la connexion à la réalité numérique. Le déluge a été immédiat. 27 appels manqués, 43 messages textes et 16 messages vocaux. Le groupe de discussion familiale avait explosé de confusion, d'accusation et, finalement, de panique. J'ai fait défiler rapidement, regardant la progression se dérouler comme une pièce prévisible en 5 actes. Acte 1, confusion. 8h15 à 9h30. Thibaut, Béatrice, où es-tu? Les enfants attendent d'ouvrir leurs cadeaux. Maman, chérie, tout va bien? Ceci ne te ressemble pas Manon, sérieusement, tu n'aurais pas pu nous prévenir hier au lieu de gâcher la matinée de Noël. Papa, quel genre d'urgence arrive à Noël? Les enfants sont déçus. Acte 2, découverte. 9h45 à 11h. Thibaut, l'école vient d'envoyer un email disant que le paiement des frais de scolarité de Béatrice a été annulé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Manon, Netflix ne fonctionne pas. Il dit que le compte est résilié. Maman, Bernard vient de recevoir un avis de la banque concernant le rejet du paiement de notre rénovation. Thibaut, aucun des gros cadeaux pour les enfants n'est arrivé.
Le suivi indique que les commandes ont été annulées. Manon, l'entrepreneur a appelé pour dire que Béatrice a annulé le financement de notre cuisine. Est-ce une blague? Acte 3, colère. 11h15 à 13h30. Papa, Béatrice, c'est un comportement totalement inacceptable. Appelle immédiatement. Thibaut, tu punis mes enfants pour quelque chose que j'ai dit. Très mature. Manon, je n'arrive pas à croire que tu aies gâché Noël pour tout le monde à cause d'une stupide conversation à dîner. Thibaut, Chloé pleure parce que le piano n'arrive pas. Comment puis-je expliquer ça? Maman, s'il te plaît, appelle-nous, chérie. Quoi que tu t'es contrarié, nous pouvons en parler. Acte 4, prise de conscience. 13h45 à 15h30. Thibaut, c'est à cause de ce que papa a dit sur les personnes sans enfants qui paient plus d'impôts, n'est-ce pas? Ce n'était que du discours politique pour l'amour de Dieu. Manon, nous n'avons jamais eu l'intention de blesser tes sentiments. Tu réagis de manière excessive à une blague. Papa, je ne faisais que donner mon opinion politique. C'est une réponse extrême. Maman, s'il te plaît, ne jette pas les relations familiales à cause d'un désaccord momentané. Acte 5, désespoir. 15h45 à présent. Thibaut, Béatrice, l'école a besoin d'une confirmation pour les frais de scolarité du semestre prochain avant le 3 janvier. Nous ne pouvons pas les couvrir sans réhypothéquer. Manon, l'entrepreneur ne reprogrammera pas sans un nouvel acompte. Nous avons déjà tout déballé dans la cuisine. Maman, s'il te plaît, appelle-nous, ma chérie. Papa n'a pas voulu dire ce qu'il a dit. Nous sommes inquiets pour toi. Papa, Béatrice, peu importe le message que tu essaies de faire passer. Tu l'as fait. Parlons-en raisonnablement. Le dernier message était arrivé quelques minutes avant que je ne consulte mon téléphone. Un groupe de discussion familiale de mon père. Béatrice, nous devons parler. Personne n'avait réalisé à quel point nous dépendions de ta générosité. S'il te plaît, contacte-nous quand tu pourras. J'ai souri légèrement à la formulation soigneusement diplomatique. Pas d'excuses, pas encore, mais la première reconnaissance que mes contributions avaient de la valeur. Des progrès, aussi minimes soient-ils. J'ai composé une seule réponse avant d'embarquer pour mon vol de correspondance. Je suis en sécurité et je prends du temps dont j'ai désespérément besoin pour moi-même. 6 juin, une feuille de calcul documentant mes contributions financières à cette famille au cours des 5 dernières années. Peut-être l'examiner avant notre prochaine conversation sur qui contribue quoi à la société. J'ai joint le document financier détaillé, puis j'ai ajouté « Joyeux Noël ». Je me suis enfin offert le cadeau du respect de soi. Puis je suis monté dans mon vol pour Tahiti, la correspondance pour Bora Bora, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La prochaine vague de messages est arrivée lorsque j'ai atterri en Polynésie française. Le ton avait radicalement changé. Thibaut avait envoyé un message privé. Je n'avais aucune idée que cela représentait autant. Nous t'avons prise pour acquise. Le message de Manon reflétait une note similaire. Je viens de voir la feuille de calcul. Je ne sais pas quoi dire, à part je suis désolé. Nous avons été irréfléchis. Ma mère avait laissé un message vocal larmoyant. Béatrice, chérie, voir tout listé comme ça, nous n'avons jamais réalisé. Il n'a pas été enregistré à quel point nous en sommes venus à dépendre de toi. J'ai tellement honte que nous t'ayons fait sentir inappréciés. La réponse de mon père a été la plus surprenante. Un email formel avec l'objet « Excuse formelle ». Béatrice, ta feuille de calcul a été éclairante et humiliante. J'ai parlé négligemment et irrespectueusement de tes choix de vie tout en bénéficiant considérablement. L'ironie et l'hypocrisie de cela ne m'échappent pas. Quand tu seras prête à parler, je te dois des excuses appropriées. Papa. Alors que le taxi nautique me transportait vers le bungalow sur pilotis qui serait ma maison pendant les 10 prochains jours, j'ai réfléchi à ces premières réponses. C'étaient des points de départ, pas des solutions. Les problèmes fondamentaux, le respect de mes choix, la reconnaissance de mes contributions et l'appréciation de base nécessiteraient plus que des excuses motivées par une crise. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message de Thibaut. Les enfants t'ont fait des cartes. Il te manque, tante. Quels que soient les problèmes que nous, adultes, devons résoudre, s'il te plaît, ne disparais pas de leur vie. Ce message m'a touché plus profondément. J'ai répondu, je les aime aussi. Il ne s'agit pas d'eux.
Des fonds d'éducation pour chaque enfant seront établis à mon retour, quelles que soient nos relations d'adultes. Vers le soir, des rapports sur le dîner de Noël de la famille filtraient dans le groupe de discussion. Ma mère avait réussi à bricoler une célébration modifiée avec des petits cadeaux achetés à la hâte. Le dîner de côte de bœuf prévu avait été réduit à du jambon. Mon père était inhabituellement silencieux. Thibaut et Manon avaient ramené leur famille tôt, invoquant des maux de tête, mais ayant en réalité besoin de régler leur situation financière soudainement précaire. Manon m'avait envoyé un message privé, « Nous ne pouvons pas payer le prêt immobilier et les activités des enfants sans ton aide. Je n'ai jamais réalisé à quel point nous comptions sur toi. » Thibaut était plus direct. La facture de scolarité est due intégralement avant le 15 janvier. Nous ne l'avons littéralement pas. J'ai pris pour acquis que tu la couvrirais toujours. Chaque message confirmait ce que je soupçonnais depuis longtemps, mais n'avais jamais confronté. Mon soutien financier était devenu une attente plutôt qu'une aide appréciée. La famille avait construit des modes de vie qui nécessitaient mes subventions continues tout en dénigrant simultanément mes choix de vie. Alors que je sirotais une boisson à la noix de coco fraîche sur mon pont privé, regardant le coucher du soleil transformer le lagon en nuances d'orange et de rose, un dernier message est arrivé de mon père. La famille s'est réunie aujourd'hui pour discuter de notre traitement de toi. Ce fut une conversation difficile mais nécessaire. Nous comprenons maintenant. S'il te plaît, parle-nous quand tu seras prête. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé l'obscurité s'installer sur le paradis. Pour la première fois depuis des années, je me sentais non seulement entendu, mais vu. Le chemin à parcourir n'était pas encore clair, mais le schéma avait été brisé. Quelle que soit la relation que nous reconstruirions, elle reposerait sur l'honnêteté plutôt que sur des attentes inexprimées et un ressentiment silencieux. Demain, j'irai nager avec des raimentas et je ferai une randonnée jusqu'à une cascade. Ma famille serait confrontée à des paiements hypothécaires, des factures de scolarité et des contrats de rénovation sans mon filet de sécurité financier. Nous avions tous une croissance à expérimenter avant de pouvoir nous rencontrer à nouveau en tant qu'égaux. Mon bungalow de Bora Bora est devenu un sanctuaire de paix et de découverte de soi. Les matins commençaient par du yoga au lever du soleil sur ma terrasse privée. Les après-midi impliquaient du snorkeling dans des eaux cristallines parmi des poissons aux couleurs arc-en-ciel, et les soirées signifiaient des fruits de mer frais sous des ciels étoilés. Le personnel du complexe ne me connaissait que comme Madame Dubois, la voyageuse solo, pas comme la fille, la sœur ou la tante de quelqu'un, juste Béatrice, complète et suffisante en soi. Pendant les 2 premiers jours, j'ai maintenu le silence numérique, me permettant de décompresser sans drame familial. Le 3e jour, la curiosité a pris le dessus. Je me suis connecté au Wi-Fi du complexe et j'ai ouvert mes canaux de communication familiaux. Les messages dressaient un tableau clair de l'effondrement de Noël. Thibaut avait envoyé des vidéos de la confusion de ses enfants le matin de Noël. Où sont les gros cadeaux de tante Béatrice, demandait Chloé à plusieurs reprises, sa déception évidente alors qu'elle cherchait derrière l'arbre. L'enthousiasme de Léo pour son système de jeu s'est estompé en bewilderment lorsqu'il n'y a eu que de petits cadeaux. Manon avait documenté sa cuisine en désordre. Armoire retirée, appareil déconnecté, fournitures de rénovation empilées dans des boîtes. L'entrepreneur dit que nous avons besoin de 8 000 € immédiatement, sinon il prendra un autre emploi, expliquait son message. Nous avons déjà vidé nos cartes de crédit. Les messages de mes parents étaient plus sobres, mais tout aussi révélateurs. Maman a envoyé une photo de papa assis seul sur le porche, regardant dans le vide. Il ne dort pas, a-t-elle écrit. Il n'arrête pas de dire qu'il a tout ruiné avec sa grosse bouche. Le groupe de discussion familiale montrait leur réalisation collective se dérouler. Thibaut vient de calculer ce que l'école privée coûterait réellement sans l'aide de Béatrice. Nous ne pouvons littéralement pas nous le permettre. Manon, notre budget mensuel avait une ligne de 2 000 € de cadeaux de Béatrice pendant des années. Sans cela, nous sommes sous l'eau. Papa, j'ai fait l'inventaire de tout ce que Béatrice a subventionné pour nous. La liste est humble. Maman, j'ai trouvé les reçus du voyage à Disneyland l'été dernier. Le total était plus cher que le coût de notre première maison. Leurs messages à mon intention sont devenus de plus en plus introspectifs. Thibaut, j'ai passé des années à faire des commentaires sur ta vie facile sans enfant tout en dépendant de ton soutien financier. L'hypocrisie est stupéfiante. Manon, Cédric et moi avons eu une longue discussion sur nos finances. Nous vivions au-delà de nos moyens parce que tu comblais toujours l'écart. Ce n'était pas juste pour toi. Papa, j'ai plaidé pour des impôts plus élevés sur les personnes sans enfants tout en acceptant des milliers de soutiens de ma fille sans enfant.
Je ne peux pas justifier cette contradiction. Maman, nous avons tenu une réunion de famille hier. Pas d'excuses, juste une conversation honnête sur la façon dont nous t'avons traité. C'était douloureux, mais nécessaire. Le message le plus important est venu de mon père le 28 décembre. Béatrice, nous comprenons maintenant. Ta feuille de calcul nous a forcés à affronter des vérités inconfortables. J'ai dénigré tes choix de vie tout en bénéficiant. La croisière, les suppléments mensuels, la rénovation, tous des cadeaux que nous avons acceptés sans la gratitude appropriée tout en continuant de suggérer que ta vie manquait de quelque chose. C'était mal et je suis profondément désolé. Quand tu seras prête, nous aimerions reconstruire notre relation sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Je me suis assise sur ma terrasse, la brise tropicale me caressant, laissant ses reconnaissances pénétrer. Pendant des années, j'avais simplement voulu être valorisé pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Maintenant, par cette mesure drastique, cette reconnaissance commençait enfin à émerger. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu des appels vidéo de chaque nièce et neveu. Chloé m'a montré le bracelet fait à la main qu'elle avait créé pour quand tante Béatrice rentre à la maison. Léo a expliqué son projet scientifique sur les écosystèmes marins. Parce que tu aimes l'océan. Léa a chanté sa version de Jingle Bell avec un engagement enthousiaste, bien qu'un peu faux. Emma a démontré son nouveau tumbling de gymnastique, et le petit Noah a simplement pressé son visage près de la caméra pour annoncer « Tu me manques grande tante B », ces moments ont percé ma bulle protectrice. Les enfants n'avaient pas causé cette situation, mais ils en subissaient les conséquences. J'ai envoyé à chaque enfant un email personnel au compte géré par leurs parents, expliquant que tante Béatrice avait besoin de vacances spéciales mais les aimait beaucoup et les reverrait bientôt. À Thibaut et Manon, j'ai envoyé des messages brefs mais clairs. Les fonds d'éducation seront établis à mon retour. Chaque enfant aura des fonds universitaires sécurisés indépendamment de nos relations d'adultes. À l'approche du nouvel an, la réalité financière de la famille continuait de se clarifier. Thibaut avait rencontré les administrateurs de l'école pour discuter des plans de paiement ou des bourses potentielles. Je n'avais jamais réalisé à quel point nous avions été privilégiés, a-t-il admis. D'autres parents jonglent avec plusieurs emplois pour ces frais de scolarité que nous avons pris pour acquis. Manon et Cédric avaient demandé un prêt sur valeur domiciliaire pour couvrir les rénovations essentielles, réduisant considérablement les plans, a-t-elle rapporté, réalisant que nous n'avons pas besoin de tout de haute qualité. Mes parents avaient annulé leur adhésion au club de campagne et mis en vente leur multipropriété de vacances. Ajustement aux revenus de retraite réels, a expliqué papa. J'aurais dû le faire il y a des années au lieu de dépendre de toi. Le soir du Nouvel An, alors que je profitais d'une célébration en bord de mer avec de nouveaux amis de voyage, ma famille a tenu ce qu'ils ont appelé une réunion de responsabilité chez mes parents. Maman a envoyé des photos de tous assis dans le salon avec des listes écrites intitulées « Comment j'ai pris Béatrice pour acquise et les changements que je m'engage à faire ». Le dernier message de papa de l'année est arrivé juste avant minuit à Bora Bora. Nous comprenons maintenant, Béatrice. Ton absence nous a obligés à voir ce qui a toujours été vrai. Nous avons été prétentieux, ingrats et irrespectueux tout en dépendant de ta générosité. Quelle que soit la relation que nous reconstruirons, elle sera fondamentalement différente, basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Quand tu seras prête à parler, nous sommes prêts à écouter. Bonne année. Nous t'aimons. J'ai accueilli la nouvelle année flottant dans ma piscine privée, les étoiles se reflétant dans l'eau calme autour de moi. Les conversations difficiles attendaient encore, mais quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois, ma famille m'a clairement vu non pas comme la tante distributeur automatique ou la fille sans enfant avec de l'argent et du temps en plus, mais comme une personne digne d'un respect de base, indépendamment de mes choix reproductifs. Le chemin vers la guérison serait complexe, mais la fondation était enfin honnête. J'ai levé mon verre de champagne vers le ciel tropical nocturne et j'ai trinqué aux limites, au respect de soi et aux relations familiales construites sur l'appréciation plutôt que sur l'attente. Demain, je commencerai à planifier mon retour. Mais ce soir, j'ai célébré la reconquête de ma valeur au-delà de ce que je pouvais fournir aux autres. C'était peut-être le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. Je suis retourné à Paris le 5 janvier, bronzé, reposé et résolu. La clarté émotionnelle acquise à Bora Bora s'était cristallisée en détermination. Je reconstruirai des relations avec ma famille, mais à des conditions fondamentalement différentes. Avant de contacter qui que ce soit, j'ai rencontré mon conseiller financier et mon avocat. Ensemble,
nous avons créé 5 fonds d'éducation distincts pour mes nièces et neveux, chacun structuré de manière conservatrice pour couvrir les futures dépenses universitaires. Ces fonds seraient irrévocables et gérés par un fiduciaire indépendant, garantissant l'avenir éducatif des enfants indépendamment de mes relations avec leurs parents. Ensuite, j'ai rédigé des directives claires pour toute aide financière future aux membres de la famille. Pas de paiement récurrent ou automatique. Tout est documenté avec des termes explicites. Reconnaissance des cadeaux comme générosité optionnelle, pas obligation. Tolérance zéro pour les commentaires dénigrants sur mes choix de vie. Ce n'est qu'alors que j'ai envoyé un message à mes parents. Je suis de retour à Paris. Disponible pour une rencontre dimanche à 14 h. Si tout le monde peut se réunir chez vous. Les réponses ont été immédiates et uniformes. Tout le monde serait là. Quand dimanche est arrivé, j'ai approché le seuil familier de mes parents avec des émotions mitigées. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper, ma mère, semblant plus petite quelque part, les yeux rougis mais pleins d'espoir. « Béatrice » a-t-elle murmuré, me serrant dans une étreinte hésitante. « Merci d'être venue. » Le salon avait été arrangé avec des chaises en cercle, mes parents, Thibaut et Amélie, Manon et Cédric, et une seule chaise clairement destinée à moi. Les enfants étaient ostensiblement absents, donnant à ce rassemblement la gravité appropriée. Un silence inconfortable s'est installé alors que je prenais place, rompu seulement lorsque mon père s'est éclairci la gorge. « Béatrice » a-t-il commencé, la voix inhabituellement hésitante. « Tout d'abord, je veux dire que je suis désolé. Pas seulement pour ce que j'ai dit au dîner de Noël, mais pour des années de manque de respect envers tes choix tout en bénéficiant. C'était hypocrite et mal. » J'ai hoché la tête, attendant qu'il continue. Ton absence et cette feuille de calcul nous ont obligés à confronter des vérités inconfortables. Nous avons construit des styles de vie dépendants de ta générosité tout en suggérant simultanément que ta vie manquait de quelque chose. Il a fait un geste autour de la pièce. Nous tous. Thibaut s'est penché en avant, les mains jointes. J'ai fait d'innombrables commentaires sur ta vie facile sans enfant tout en acceptant les frais de scolarité qui ont rendu l'éducation de mes enfants possible. La dissonance cognitive est stupéfiante une fois que vous la voyez. Nous avons calculé quel aurait dû être notre budget réel sans tes subventions, a ajouté Manon. Ce fut une dure prise de conscience. Nous vivions bien au-delà de nos moyens parce que tu comblais toujours l'écart. Ma mère a essuyé des larmes. J'aurais dû te défendre toutes ces années. Au lieu de cela, j'ai accepté ton aide financière tout en permettant à d'autres de diminuer tes choix. Je t'ai échoué en tant que mère. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne veux pas d'excuses qui ne viennent que parce que l'argent s'est arrêté. Ce n'est pas de la guérison. C'est de la gestion de crise. Tu as raison, a reconnu papa. C'est pourquoi nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pendant ton absence. Sans toi ou ton argent dans l'équation, nous avons dû affronter qui nous avons été et comment nous t'avons traité. Il m'a tendu un dossier contenant des emails imprimés, des captures d'écran de calendrier et des notes manuscrites. Nous avons rencontré un thérapeute familial, a expliqué maman. Initialement, juste pour traiter le choc financier, mais cela s'est rapidement transformé en problème beaucoup plus profond. Le dossier contenait la confirmation de séances de thérapie familiale hebdomadaires prévues jusqu'en juin, des ateliers de planification financière auxquels ils s'étaient inscrits, et des budgets que chaque ménage avait créés en fonction de leurs revenus réels sans mes subventions. Nous ne nous attendons pas à ce que tu reprennes le soutien financier, a dit Thibaut prudemment. Mais nous espérons que tu nous donneras la chance de reconstruire des relations basées sur le respect mutuel. Les enfants te manquent terriblement, a ajouté Amélie, sa première contribution à la conversation. Mais nous comprenons que cela ne les concerne pas, j'ai hoché la tête, mon discours préparé semblant soudainement inutile face à leurs réflexions évidentes. J'ai établi des fonds d'éducation pour chaque enfant, ai-je dit. Leurs fonds universitaires sont sécurisés indépendamment de nos relations d'adultes. Le soulagement a brillé sur les visages parentaux, rapidement remplacé par la détermination de ne pas paraître motivés financièrement. Merci, a dit Manon. Mais ce que nous voulons vraiment, c'est que tu restes dans leur vie et dans la nôtre parce que nous t'apprécions, pas ce que tu peux fournir. C'est ce que je veux aussi, ai-je admis. Mais cela nécessite des changements fondamentaux dans la façon dont nous interagissons. J'ai clairement défini mes limites. Plus de commentaires suggérant que ma vie est incomplète sans enfant. Pas d'attente de soutien financier. Un intérêt sincère pour mes réussites et mes défis. La reconnaissance que mon temps a de la valeur même sans enfant.
Tolérance zéro pour les blagues sur les enfants uniques ou les commentaires sur la politique fiscale. Ce ne sont pas des points négociables, ai-je conclu. Je ne continuerai pas des relations qui diminuent ma valeur ou qui traitent mon succès comme un distributeur automatique familial. Papa a hoché lentement la tête. Tu mérites ce respect de base. J'ai honte qu'il ait fallu des mesures aussi drastiques pour que nous le voyions. Nous avons rédigé nos propres engagements, a dit maman en me tendant un autre document. Des changements spécifiques que chacun de nous apporte avec des mesures de responsabilisation. La liste comprenait des bilans familiaux mensuels avec un médiateur de respect, leur thérapeute. Des plans d'indépendance financière pour chaque ménage. De nouvelles lignes directrices de communication interdisant les commentaires jugeants. Reconnaissance des chemins de vie différents mais également valides. Nous ne pouvons pas changer du jour au lendemain, a admis Thibaut. Mais nous nous engageons dans le processus. J'ai senti le nœud serré dans ma poitrine se desserrer légèrement. C'est tout ce que je peux demander. La conversation a duré des heures, douloureuses, mais nécessaires. Nous avons pleuré, débattu de points, clarifié des malentendus et finalement commandé des pizzas lorsque tout le monde s'est rendu compte que nous avions parlé pendant le dîner. Nous avons convenu de commencer par un dîner familial le week-end suivant. Aucune discussion financière autorisée, juste une reconnexion. Les enfants seraient inclus, l'accent étant mis sur la reconstruction des relations plutôt que sur les transactions. Au cours des 3 mois suivants, nous avons adhéré à ce nouveau cadre. La thérapie familiale s'est poursuivie. Thibaut et Amélie ont déménagé dans une maison plus abordable, éliminant leurs besoins d'aide aux frais de scolarité. Manon a repris le travail à temps plein, sa famille s'adaptant à un style de vie plus modeste. Mes parents ont vendu leur propriété de vacances, devenant à juste titre financièrement indépendants à la retraite. En avril, nos dîners du dimanche avaient évolué en une véritable connexion. Mes mises à jour professionnelles ont reçu le même intérêt que les activités des enfants. Les conversations familiales se sont étendues au-delà de la parentalité pour inclure la politique, les livres, les voyages et la croissance personnelle avec un espace respectueux pour les opinions divergentes. Plus important encore, j'ai repris un soutien financier sélectif, mais comme un choix conscient plutôt qu'une attente. Quand Chloé a eu besoin de frais de scolarité pour un camp de musique spécialisé, j'ai contribué parce que j'appréciais son talent, pas parce que Thibaut supposait que je le ferais. Lorsque mes parents ont célébré leur anniversaire, je les ai traités pour un séjour de fin de semaine, un cadeau sincèrement apprécié plutôt qu'attendu. Les fonds d'éducation sont restés ma contribution la plus significative, garantissant l'avenir de chaque enfant tout en éliminant cette responsabilité des calculs financiers de leurs parents. La connaissance que les études de leurs enfants étaient sécurisées a permis à Thibaut et Manon de se concentrer sur la stabilité actuelle plutôt que sur les économies impossibles. En été, notre dynamique familiale s'était transformée. Les enfants recevaient toujours des cadeaux d'anniversaire et de Noël généreux de leur tante, mais leurs parents ne construisaient plus d'attentes de style de vie autour de mes contributions. Mes choix de vie étaient référencés avec respect plutôt qu'avec jugement. Mon temps était valorisé, qu'il soit consacré à l'avancement de carrière, aux voyages personnels ou aux activités familiales. Le changement le plus profond est venu de mon père. Lors d'un déjeuner privé en juin, il m'a tendu une enveloppe contenant un chèque de remboursement pour le prêt de rénovation de la cuisine avec intérêt. Je ne peux pas rétablir le respect que j'aurais dû te donner tout au long de ces années, a-t-il dit doucement. Mais je peux assurer que notre relation à l'avenir sera construite sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. J'ai repoussé le chèque sur la table. Mettez-le dans le fonds d'activité de vos petits-enfants. Je n'ai pas besoin de remboursement. J'avais besoin de reconnaissance et de respect. Il a hoché la tête, comprenant la distinction. Je suis fier de toi, Béatrice. Pas à cause de ce que tu fournis aux autres, mais à cause de qui tu es, brillante, pleine de principes et assez courageuse pour exiger le respect que tu mérites. Cette reconnaissance, la simple reconnaissance de ma valeur au-delà de mon utilité pour les autres, valait plus que tout remboursement financier. Alors que l'été se transformait en automne, notre famille a trouvé un nouvel équilibre. L'effondrement spectaculaire de Noël avait forcé une réinitialisation nécessaire, créant un espace pour des relations basées sur l'appréciation plutôt que sur la transaction. Je suis resté sans enfant par choix, prospère dans ma carrière et généreuse envers ma famille. Mais maintenant, ma générosité provenait d'un choix plutôt que d'une obligation, reçue avec gratitude plutôt qu'avec une revendication. La leçon avait été douloureuse mais transformatrice. Les véritables relations familiales exigent un respect mutuel pour les choix individuels, une appréciation des contributions de toutes sortes, et des limites qui protègent la dignité de chaque membre.
Parfois, créer ces limites exige des mesures drastiques, y compris attraper votre téléphone et changer Noël pour toujours. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec votre famille qui vous a pris pour acquise? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour se défendre. Rappelez-vous, la vraie famille soutient vos choix même lorsqu'ils diffèrent des leurs. Merci d'avoir écouté mon histoire et que vos fêtes soient remplies d'appréciation et de respect authentique.